Thank you everyone for joining today. Bonjour et merci à tous et à toutes de nous avoir rejoints. Nous avons des interprètes à votre disposition. Donc, si vous voulez bien taper sur le globe planétaire en bas à droite de votre écran, vous obtiendrez la sélection de langues, français ou anglais, donc c'est votre choix, comme langue d'écoute. Et je vais donner la parole à Edway qui va justement animer cette session. Hello, bonjour Megan. Can you hear Bonjour me? Megan, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez suffisamment bien? Oui, nous vous entendons. Merci, merci. Thank you. Merci beaucoup. Merci à tous. Nous sommes très enthousiastes de vous avoir si nombreux à ce webinaire. Au nom de l'équipe d'organisation, je voudrais vous remercier de votre participation à ce webinaire. Je m'appelle Edoué Dimitri Aboudjan. Je suis le directeur du CLEAR pour l'Afrique francophone, mais aussi enseignant-chercheur au Centre africain d'études supérieures en gestion, CESAG, qui est l'institution hôte du CLEAR basée à Dakar, au Sénégal. Le CLEAR francophone fait partie du réseau des centres CLEAR qui forment avec l'École nationale d'administration publique du Canada les partenaires de mise en œuvre de l'initiative mondiale d'évaluation, le GEI, qui organise ce webinaire en partenariat avec l'Académie internationale d'évaluation, représentée ici par son président Ian Goldman. Alors, la question qui nous réunit aujourd'hui et qui va nous permettre de discuter pendant 1h30, c'est la question des enjeux et défis de la décolonisation des systèmes nationaux d'évaluation en Afrique. Alors, la question qu'on a le droit de se poser lorsqu'on parle de la décolonisation, de l'évaluation, c'est pourquoi parler de la décolonisation de l'évaluation en Afrique francophone? Près de 65 ans après les indépendances de ces pays, puisque la majorité des pays ont eu leur indépendance en 1960. Il me semble qu'il y a trois raisons fondamentales pour parler de la décolonisation, de l'évaluation en Afrique francophone. La première grande raison, c'est l'évolution d'un certain nombre de considérations théoriques que nous allons aborder, mais aussi des évolutions politiques et des questions techniques qui se posent aujourd'hui autour de l'évaluation en Afrique d'une manière générale et plus précisément en Afrique francophone. Sur le plan des considérations théoriques, nous sommes actuellement en train de mettre en œuvre les ODD qui ont mis l'accent sur la nécessité de ne laisser personne pour compte, donc d'avoir une approche inclusive et durable aux politiques de développement. Et en Afrique particulièrement, l'agenda 2063 a mis l'accent sur la nécessité de définir l'Afrique que nous voulons à travers les politiques publiques. Donc, il y a déjà là une préoccupation de créer des cadres beaucoup plus endogènes à la mise en œuvre des politiques publiques. Et les plans nationaux de développement, les stratégies nationales de développement qui sont élaborées par l'ensemble des pays africains aujourd'hui sont des modèles d'appropriation de ces politiques publiques dans la logique de la gestion axée sur les résultats qui a été adoptée par la communauté des pays depuis la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus des critiques de chercheurs africains sur les fondements théoriques de ces politiques de développement, de cette nouvelle génération de plans nationaux de développement. Dans le corps de ces critiques, on retrouve un certain nombre de préoccupations. Une première préoccupation, c'est la persistance de la question de la dépendance des systèmes économiques, politiques, sociaux qui sont mis en place pour la mise en œuvre des politiques publiques, avec des préoccupations sur la persistance aussi de l'extraversion de ces politiques qui font que on reste dans la dynamique d'un copier-coller au lieu de penser à des politiques endogènes qui reflètent les réalités
les réalités locales et notamment des communautés à la base. Les critiques mettent aussi en avant la persistance du paradigme néolibéral avec une sorte de fétichisme de la croissance, avec des logiques de rattrapage qui positionnent toujours l'Occident comme le modèle vers lequel il faut tendre et qui empêchent donc des réflexions locales, autochtones, qui peuvent permettre d'avoir euh, une plus grande variété de choix au niveau des politiques publiques. Et puis, un autre corps de critique met en avant le discours infantilisant de l'Occident au sujet de la relation que l'Afrique a avec ses nouveaux partenaires, notamment la Russie et la Chine, qui devraient normalement offrir davantage d'opportunités pour penser les chemins vers l'amélioration des conditions de vie. Et donc, en réponse à toutes ces critiques, les acteurs, les auteurs proposent une souveraineté beaucoup plus complexe, intégrale, une souveraineté au niveau politique, économique, social et intellectuel, avec une reconstitution épistémique comme voie de sortie. Ce débat théorique, comme je l'ai dit, qui prend de l'ampleur avec des publications assez nombreuses. Je prends là pour l'exemple la publication récente de Kakonu Bukpo qui est sortie en octobre 2024 et qui justement propose des voies pour passer de la dépendance à la souveraineté à travers une révision du paradigme qui sous-tend la mise en œuvre des politiques de développement. Et la liste de ces publications, elle est longue, je ne vais pas m'attarder là-dessus compte tenu du délai que nous avions. La grande question qui se pose, c'est est-ce que les intellectuels, les élites africaines vont réussir là où ils ont échoué depuis si longtemps, c'est-à-dire proposer des voies alternatives crédibles pour une transformation sociale durable, juste et équitable. Ces questions qui sont posées au niveau technique recoupent des préoccupations d'ordre politique. Ces préoccupations d'ordre politique sont exprimées à travers des positions qui sont de plus en plus affirmées par les décideurs politiques. On a écouté dernièrement au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies plusieurs leaders africains qui ont appelé à un nouveau monde, à une reconfiguration des schémas mondiaux de gouvernance pour donner plus de marge de manœuvre et de souveraineté à l'Afrique. Et aujourd'hui, dans l'espace Afrique de l'Ouest, on assiste à une reconfiguration du champ politique, notamment avec l'effritement de la CEDEAO, donc la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, et l'émergence de l'Alliance des États du Sahel, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui ont l'intention de se séparer de la CEDEAO et de créer leur propre espace. Et toute cette dynamique s'appuie aussi justement sur ces remises en cause de la persistance de la dépendance et d'une volonté d'affirmer davantage la souveraineté. Ce débat politique trouve aussi son répondant à travers des choix qui sont faits au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, avec des orientations claires sur la nécessité d'aller vers des évaluations portées au niveau national, des country-led evaluations, et qui doivent permettre normalement de faire de l'évaluation des outils d'endogénisation des politiques publiques, des outils de promotion de la souveraineté au niveau national. Alors, pour nous, les évaluateurs, ces éléments-là posent un certain nombre de défis. Comment, dans le contexte actuel de ces pays qui ont de plus en plus d'aspirations à faire de l'évaluation, à développer des systèmes nationaux d'évaluation, comment est-ce que nous devons nous assurer que ces systèmes de suivi-évaluation ne reproduisent pas les mêmes travers qui entretiennent la perpétuation des structures et schémas de pensée coloniale? Comment prendre distance de la colonialité, porter un regard critique sur la persistance des systèmes
héritée de la colonisation pour penser la diversité des lendemains pour nos sociétés. Comment optimiser l'utilisation de l'évaluation dans le cycle de décision des plans nationaux de développement et surtout quelles innovations méthodologiques en matière d'évaluation pour des politiques publiques plus décolonisées, plus durables, plus responsables vis-à-vis des communautés à la base. Ce sont là quelques questions qui se posent à nous, communauté d'évaluateurs, et auxquelles nous voudrons répondre à travers ce webinaire. Alors, nous avons la chance, dans le cadre de ce webinaire, d'avoir des personnalités qui travaillent sur ces questions et qui vont nous apporter leur point de vue. Et nous aurons, dans un deuxième temps, une phase de discussion, de questions-réponses avec vous pour recueillir aussi vos avis et entrevoir des moyens de mise en œuvre de cet agenda. Alors, dans un premier temps, nous allons donner la parole à Candice Morkel qui va nous apporter une clarification des concepts et des perspectives théoriques sur la décolonisation de l'évaluation. Et à la suite de cela, on va écouter Madame Tokozil Moulaïwa de l'Afrique du Sud qui va parler du cas de l'Afrique du Sud et ce qui est en train d'être fait aujourd'hui en Afrique du Sud pour justement décoloniser le système national d'évaluation. À sa suite, nous allons écouter Monsieur Abdoulaye Gounou, directeur général de l'évaluation des politiques publiques au Bénin, qui va aussi partager l'expérience du Bénin. On aura l'occasion ensuite d'écouter M. Ian Goldman, qui va, dans la perspective de l'Académie internationale d'évaluation, nous exposer quelques applications concrètes de la décolonisation, de l'évaluation dans différents contextes du continent. Et cela va nous permettre d'arriver à la discussion qui va nous permettre de vous donner la parole pour exprimer vos points de vue. Et on aura, à la suite de cette discussion, on donnera la parole à M. Dougan Fraser, le manager du GEI, qui va nous donner les précisions, les engagements du GEI en faveur de cet agenda et cela nous permettra de conclure ce webinaire en toute beauté. Alors, restez avec nous parce que sans plus tarder, je vais donner la parole à Candice Morkel. Candice Morkel, c'est le directeur du CLIER pour l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, pardon. Elle est aussi directrice de l'IPDETS, donc un programme de formation en évaluation reconnu à l'échelle internationale qui est mis en œuvre à partir de l'Université de Berne en Suisse. Candice Morkel est aussi enseignant-chercheur en suivi et évaluation à l'Université de Wyss en Afrique du Sud et il a plus de 25 années d'expérience dans l'accompagnement des gouvernements et de la société civile pour le renforcement des capacités et des systèmes de suivi et évaluation. Elle a à son actif plusieurs publications, dont une publication récente qui a été faite avec Ian Goldman et Tocqueville et moi-même sur cette question justement de la décolonisation des systèmes nationaux d'évaluation. Et donc, dans sa perspective, elle va nous permettre de comprendre de quoi nous parlons quand nous parlons de la décolonisation de l'évaluation. Donc, sans plus tarder, je vais lui donner la parole. Candice, the floor is yours. Thank you. Merci infiniment, Edoui. Et bonjour à tous et à toutes. Quel plaisir de voir tant de personnes présentes pour ce sujet éminemment important. Nous avons déjà donc un bon argumentaire qui a été présenté quant à la décolonisation du système d'évaluation nationale de nombreux pays. L'interprète souhaite préciser que Madame est presque inaudible, donc très difficile à entendre et à interpréter. Désolé. Alors, je vais vous parler d'un certain nombre de sujets, de facteurs qui entrent en compte, qui sont éminemment importants. La raison pour laquelle l'interprète chuchote, voilà.
Pouvez-vous, madame, vous rapprocher du microphone ou peut-être ne pas utiliser la vidéo? Comme ça, vous aurez plus de bande passante. Je vais essayer. Je me sers de quelque chose d'inhabituel qui s'appelle WebSec. Je vais essayer de me rapprocher de mon microphone sur l'ordinateur. Est-ce que c'est un peu mieux? Un tout petit peu. Parfait, merci. Désolé pour le sottovoce. Alors, dégroupons, essayons de détricoter tout cela et pour avoir de bonnes définitions. Dans notre communauté, nous parlons de systèmes d'évaluation nationaux et de leur décolonisation. Je vous propose de passer à la diapositive suivante. Pour tout simplement expliquer ce que l'on entend par évaluation et la décolonisation de l'évaluation. Après la 4e conférence du Niger, nous avons décidé de nous approprier ce sujet de l'évaluation et faire de l'évaluation et des systèmes d'évaluation notre cœur de métier. Alors là, c'est la genèse de nouveaux systèmes d'évaluation. L'évaluation par ACA et par d'autres personnes qui m'ont accompagné. Nous sommes arrivés à la conclusion que l'évaluation doit contribuer au développement d'un pays et aussi des particuliers, des citoyens, tout simplement. Et là, il s'agit d'avoir un environnement approprié pour ce faire. Ça, cela va dans le droit fil de l'évolution, de l'évaluation sur le continent africain. Alors, nous n'allons pas rentrer dans les menus détails dans cette session d'aujourd'hui qui est assez courte, mais peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler davantage plus tard. Alors, lorsque l'on parle d'évaluation autochtone, indigène, plutôt autochtone en français, eh bien là, il y a eu pas mal de travail fait dans ce domaine, essentiellement en Nouvelle-Zélande, au Canada et dans d'autres régions et pays. Et vous connaissez sans doute l'exemple de Nicky Bauman, qui a d'ailleurs rédigé un certain nombre d'œuvres. Et dans leurs lignes directrices et dans leurs conseils qui sont promulgués, des informations et des définitions sur ce que cela veut dire que des évaluations autochtones. Voilà. Donc, sur la question de l'autochtone. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais il faut savoir que là, pour ce qui est de système d'évaluation autochtone, eh bien, c'est une valeur ajoutée en quelque part qui est recherchée. Alors, je pense à ça comme étant un vaste océan. Et dans un vaste océan, il y a évidemment des fleuves qui viennent nourrir ces océans et ces mers. Mais ce sont toujours les mêmes systèmes aquifères, en quelque sorte. C'est toujours la même eau. Quand on parle de décoloniser les évaluations, il y a beaucoup de courants. Il y a fait en Afrique et d'autres courants qui vont vers l'océan pour transformer l'évaluation. Transparent suivant. Pourquoi est-ce qu'il faut se focaliser sur les institutions? Pourquoi nous tous ici, pourquoi est-ce que nous parlons de décoloniser les systèmes nationaux d'évaluation? Et je pense que le document a été distribué. J'espère que vous avez eu l'occasion de le lire, ou bien vous pourrez le lire après ma présentation. Et donc, il y a un excellent livre écrit par diverses personnes et qui parle de l'impact sur les villes. Et l'une des arguments, c'est l'importance des institutions. Il faut voir comment, si l'on change les institutions, on peut changer la situation économique d'un pays. Dans notre document, nous nous sommes focalisés sur la nature des institutions et comment l'institutionnalisation de l'évaluation peut avoir un impact sur tout cela. Je reviens à ces théories
sur les institutions et nous avons considéré ce qui se passait dans nos pays et ailleurs. Comment est-ce que les institutions d'évaluation sont établies et comment nous devons procéder différemment pour veiller à ce qu'il y ait une transformation et pour que ces systèmes nationaux d'évaluation soient efficaces. Et comme mon collègue l'expliquait, nos systèmes ne sont peut-être pas des vieux systèmes coloniaux et peut-être qu'ils sont considérés comme valables plutôt. Mais en fait, nous avons copié des schémas colombiers. L'interprète s'excuse, mais le son est très bas. Et nous avons commencé à réfléchir sur tout cela pour dire qu'il ne fallait pas assumer que la façon dont les institutions d'évaluation ont été établies était la meilleure façon pour avoir des bonnes évaluations pour la prise de décision. Nous disons qu'il faut transformer ces institutions d'évaluation pour qu'elles soient plus adaptées à la situation sur le terrain, une situation autochtone. Donc, nous avons considéré les analyses des divers systèmes nationaux d'évaluation. Nous avons et bien entendu, nous sommes entrés dans beaucoup de détails que je ne peux pas mentionner ici, mais je tiens à vous donner une idée de la façon dont nous avons considéré ces systèmes nationaux d'évaluation. Nous avons considéré des études de cas et nous avons considéré des chapitres et je ne vais pas entrer dans le détail, mais parce que mes collègues vont en parler. Mais le premier cadre porte sur le fait que les systèmes bureaucratiques devraient tenir compte des deux types de réflexion. Ce que nous disons, c'est qu'il faut donc apprendre, voir des exemples de systèmes nationaux sains, il faut trouver des systèmes qui sont suffisamment bons plutôt que parfaits. Quand on parle d'assurance qualité, il ne faut pas que ça soit dramatique, mais il faut accepter ce qui est suffisamment bon. Il faut choisir le qualitatif plutôt que le quantitatif. Nous devons parler. Nous devons cesser notre obsession de compter les choses. Et donc, l'audio est vraiment très mauvais. Ainsi, nous devons être objectifs. Par exemple, dans le cas du Bénin, il y a des limites strictes qui poussent l'évaluation et Abdoulaye pourra en parler davantage. Nous devons avoir un langage qui soit plus acceptable pour les dirigeants. Il faut quelquefois changer le langage des rapports pour que ce langage montre plus d'appréciation. Et nous devons considérer les communications dans divers médias et finalement aller lentement pour aller rapidement ensemble. Et nous devons
parce que quelquefois, si les évaluations sont trop rapides, cela devient un obstacle pour avoir des évaluations efficaces. Et puis, le deuxième cadre que nous avons utilisé est c'est un système pour introduire l'éco-justice. Il y a un chapitre dans ce document et nous avons considéré les caractéristiques des systèmes nationaux d'évaluation. Il faut qu'ils soient plus souples, avoir plus de participation, qu'ils soient relativement ouverts avec les gouvernements et les organisations non gouvernementales. Ces organisations doivent jouer un rôle. Nous devons voir comment les acteurs locaux peuvent jouer un rôle dans l'évaluation. Et en fait, comment être sûr que toutes ces parties prenantes peuvent participer à la conception du système national des évaluations. Nous devons avoir des valeurs de coopération, des avantages. L'objectif doit évoluer, même dans un contexte qui devient plus large et complexe. Et les processus doivent être basés sur des principes plutôt que des règles. La résilience, l'interdépendance, plutôt que l'homogénéité et la prévisibilité. Donc, ce que ces cadres nous disent, c'est que c'est différent de ce que les systèmes bureaucratiques sont. Et je pense que je vais vous montrer je vais donner la parole à un collègue pour qu'il puisse parler de la façon dont cela s'est appliqué à l'étude des cas. Je vous remercie. Merci, Candice. Je pense que c'est une présentation qui est source d'inspiration sur ce que les évaluations de décolonisation signifient et comment on peut mettre l'accent sur les institutions et comment nous devons réfléchir aux institutions pour les améliorer, pour que le système soit plus souverain. Donc, nous allons maintenant voir deux études de cas, une étude de l'Afrique du Sud et l'autre du Bénin. Et je vais inviter Togozil de l'Afrique du Sud de présenter l'étude du cas pour l'Afrique du Sud. Elle est directrice de l'évaluation au département de la planification de l'évaluation en Afrique du Sud. Elle est championne du système d'évaluation nationale de l'Afrique du Sud. Elle a servi au groupe de travail technique sur l'évaluation nationale. Elle sert dans divers comités directeurs d'évaluation. Elle a publié des articles sur divers sujets liés aux évaluations et elle est la co-autrice de l'article qui vient de vous être envoyé par Yann sur le chat. Togozil, je vous donne la parole. Merci, Edouard. Et bonjour à tous les participants et les membres du panel. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur l'établissement du système national d'évaluation de l'Afrique du Sud et la démarche en ce qui concerne la décolonisation de ce processus et
les leçons que nous avons tirées de tout cela. En ce qui concerne l'établissement de ce système national d'évaluation, le NES, il a été lancé en 2011 par le département de la planification, du suivi et de l'évaluation, et à la suite de la nécessité de disposer de meilleures données pour éclairer la planification, la budgétisation et l'élaboration de politiques en Afrique du Sud. Nous avons suivi un processus selon lequel nous avons appris d'autres exemples, notamment l'exemple du Mexique et de la Colombie, et le processus a été un processus consultatif. Lorsque nous avons établi le cadre de la politique nationale d'évaluation, nous avons nous sommes allés à plusieurs ateliers, nous avons consulté les parties prenantes et nous avons eu la participation de l'Association sud-africaine de suivi et d'évaluation. Et nous avons suivi une approche apprendre en faisant. Et donc, nous avons commencé par des évaluations pilotes en 2011. Et ces évaluations pilotes ont guidé la création d'outils tels que des lignes directrices et des systèmes d'assurance qualité. Donc, l'objectif principal du NES était de renforcer la capacité du gouvernement à évaluer les programmes et à en tirer des enseignements pour améliorer la vie des citoyens. Et nous avons donné la priorité à un système axé sur l'apprentissage plutôt qu'à des approches punitives de la responsabilité et la collaboration entre les services gouvernementaux afin de garantir l'appropriation et la mise en œuvre efficace des recommandations. En ce qui concerne les caractéristiques structurelles de ce système, c'est un système à plusieurs niveaux qui incorpore divers niveaux de gouvernement. Nous utilisons des comités de pilotage, d'évaluateurs pairs pour assurer que les évaluations répondent aux normes de qualité minimales définies. Et nous voulons décoloniser le système. Comme Candice l'a dit, l'Afrique du Sud a été une des études de cas inclus dans le document qui a été partagé avec vous sur le chat, et nous avons constaté qu'en Afrique du Sud, nous pouvions faire face au conflit parce que le département responsable faisait partie du comité de pilotage et le département avait l'occasion de marquer son accord ou désaccord avec les résultats de l'évaluation et faire des remarques sur les recommandations faites. Et l'autre approche a été d'avoir des acteurs non étatiques d'impliquer, et dans certaines mesures, nous avons eu des représentants de la communauté dans les comités de pilotage et pendant le processus de consultation. Et nous avons diverses méthodes en ce qui concerne l'évaluation. Nous avons encouragé des méthodes qualitatives et quantitatives afin de saisir les diverses perspectives. Nous avons mis au point des lignes directrices en matière d'inclusion pour avoir l'égalité du genre, tenir compte du changement climatique, de la santé des écosystèmes, et nous avons exigé que ces critères soient intégrés dans toutes les évaluations menées en Afrique du Sud. Et désolé, je viens d'ouvrir, le vent souffle, mais nous sommes passés d'un système sur la
basé sur la conformité à un système mettant l'accent sur l'amélioration et la pertinence contextuelle. Un processus de co-création a été adopté en impliquant multiples parties prenantes. Nous avons fait des efforts pour intégrer les systèmes de connaissances autochtones, bien que cela reste limité dans la pratique. Quels sont les défis en ce qui concerne cette approche de décoloniser notre système d'évaluation? Cela inclut l'implication limitée des voix de la communauté dans la conception de l'évaluation, dans l'interprétation des données et la prise de décision. Et il y a une dépendance persistante à l'égard des cadres d'évaluation occidentaux, par exemple les normes du CAD de l'OCDE, ce qui limite l'adaptation locale. Quels sont les facteurs entravant la décolonisation de ces systèmes en Afrique du Sud? Eh bien, nous avons des défis structurels et financiers, par exemple des réductions budgétaires qui ont eu un effet sur la qualité de l'évaluation. Il y a eu des changements de direction. Lorsque les transitions ont lieu au niveau de la direction, cela affaiblit la continuité et la mise en œuvre de pratiques établies. Et puis, les problèmes systématiques incluent une gouvernance descendante. Le système reste fortement influencé par des structures bureaucratiques néocoloniales et il y a un engagement limité des citoyens. Les populations marginalisées sont rarement impliquées dans les processus de décision, les comités de pilotage des évaluations ou la validation des résultats. Il y a des obstacles à la communication, une trop grande dépendance à l'égard de longs rapports rédigés en anglais avec une utilisation insuffisante de langue locale ou de formats accessibles et d'aide visuelle. En ce qui concerne les leçons tirées, les enseignements tirés, les points forts de ce système national d'évaluation, c'est que nous avons eu un apprentissage par les pairs et en collaboration. Twende Mbele, qui est un partenariat de 6 pays, a permis l'apprentissage mutuel. Il y a une résilience grâce aux coalitions et des lignes et le système national d'évaluation de l'Afrique du Sud a été résilient, bien que nous ayons des défis en raison de la répartition du leadership et en raison des partenariats avec des organisations telles que SAMEA. Et comme je l'ai indiqué, nous avons établi des lignes directrices pour l'équité et le climat, qui aussi représente un certain nombre de facteurs qui entrent en compte dans l'évaluation. Alors, là où il y a nécessité d'amélioration, l'implication des citoyens, la participation des citoyens, l'inclusion des voix des communautés, donc l'écoute, et dans le cadre de l'évaluation, la planification, la mise en œuvre et aussi la reddition de comptes. Là, par exemple, cela eh bien, est insuffisant. Il nous faut également décoloniser les approches, les démarches différentes. Là où on met l'accent surtout sur les systèmes de savoir autochtones, la culture et des méthodologies qui seraient pertinentes dans ce cadre, dans ces communautés autochtones. Et donc, il convient d'avoir des formats appropriés pour pouvoir atteindre un plus vaste public, en quelque sorte, et surtout un grand nombre de communautés et leur implication, leur intervention. En guise de conclusion, je vais tout simplement passer à la conclusion. Je voulais tout simplement préciser qu'à l'heure actuelle, nous menons une étude afin d'informer le passage en examen du cadre de politique nationale
et d'évaluation. Et par ce biais, nous avons l'intention de renforcer notre engagement par rapport à l'inclusion, l'équité, l'engagement et la participation des communautés, surtout pour être à la hauteur des défis et pouvoir les relever. Nous travaillons étroitement avec l'Académie internationale de l'évaluation et nous essayons d'identifier des solutions pratiques et concrètes informés, alimentés par les documents, surtout lorsqu'il s'agit d'intégrer la décolonisation dans le cadre de nos politiques et réformes et stratégies. Merci infiniment, Madame, voilà, qui nous inspire beaucoup. Et vous avez parlé de solutions tout à fait pratiques et concrètes pour améliorer les systèmes nationaux d'évaluation, qui soient moins colonisés ou pour les décoloniser, mais les difficultés, les défis sont quand même assez importants et cela, évidemment, entrave le processus. On en apprendra davantage avec l'expérience du Bénin et c'est pourquoi je voudrais à présent inviter Monsieur Konou à bien vouloir présenter le cas du Bénin. Il est le directeur général de l'évaluation auprès du ministère du Développement et Coordination en matière d'intervention gouvernementale au Bénin. Il travaille sur le terrain déjà depuis beaucoup d'années et il a également contribué beaucoup à des publications pour la mise au point de systèmes nationaux d'évaluation, mais aussi à l'échelon mondial. Donc, Monsieur Gonou, je vous donne la parole et la parole est à présent à vous. Monsieur Gounou. Merci pour cette introduction. Je vais suivre le même schéma que Chokozile. Je vais parler rapidement de notre système national d'évaluation. Je vais parler de quelques points d'application de l'approche de la démarche décolonisation et terminer par quelques points de défi et les leçons que nous tirons de tout ceci. Pour ce qui est du Bénin, nous avons commencé le processus d'institutionnalisation de l'évaluation en 2007 en réalité. Donc, dans notre parcours, 4 dates sont importantes. La première, c'est celle de 2007, l'année à laquelle nous avons procédé à une étude importante que nous avons qualifiée d'étude diagnostique sur les capacités nationales du Bénin en évaluation. Alors, cette étude nous a permis de mieux cerner où est-ce que nous étions par rapport à l'évaluation et quels sont les défis qui se dressaient devant nous si nous devrions entreprendre l'institutionnalisation de l'évaluation. Eh bien, cette étude a révélé nos points forts et nos points faibles. Et à la suite de cela, nous nous sommes organisés de 2 façons. La première, c'est au niveau stratégique que nous avons pris des mesures. Et la deuxième, c'est au niveau opérationnel que nous avons pris aussi des mesures pour faire notre parcours d'institutionnalisation du système. Alors, au niveau institutionnel, nous avons défini un cadre institutionnel pour promouvoir l'évaluation au niveau du pays. Et nous nous sommes dotés de 2 organes essentiels pour conduire tout ce processus. Le premier, c'est la structure nationale qui devrait conduire de façon technique tout le processus d'institutionnalisation. Et le deuxième organe, c'est le Conseil national de l'évaluation qui fait office de garant, n'est-ce pas, de tout le processus qui allait se dérouler. Et donc, au niveau opérationnel, vu les résultats de cette étude diagnostique, nous avons élaboré un certain nombre d'outils pour nous permettre d'entreprendre le voyage. Et donc, la deuxième date, c'est celle de 2012.
celle de 2012 nous a permis de doter le pays d'un document essentiel dans ce processus d'institutionnalisation. Et ce document, nous l'avons appelé la politique nationale de l'évaluation. Alors, dans cette politique, il a été défini la vision globale du pays par rapport à l'évaluation, les objectifs que nous poursuivions et la mission qui devrait être dévolue à l'ensemble des acteurs qui ont été identifiés à l'occasion de l'étude diagnostique pour finalement dire les choix retenus par le gouvernement du Bénin en matière d'évaluation. Alors, cette politique nationale, nous l'avons appelée politique nationale de la première génération, parce que nous sommes actuellement à la deuxième génération. Dans cette première génération de politique nationale, le pays a fait le choix de mettre l'accent sur les évaluations de gestion, en fait, des évaluations de processus pour nourrir les prises de décisions rapides pour ce qui était de l'activité gouvernementale. La troisième date, c'est celle de 2018. À cette date, nous avons doté le pays d'un instrument essentiel, qui est le guide méthodologique national de l'évaluation. Alors, ce guide permet au Bénin de faire des choix en termes de normes et en termes de standards en lien avec son contexte national. C'est vrai que, comme dans l'introduction du modérateur et les clarifications conceptuelles du docteur Candice, il a été bien expliqué comment est-ce que la pratique évaluative se faisait dans nos pays. Évidemment, à partir de 2018, le Bénin a commencé par donner du contenu à son appropriation, n'est-ce pas, de la thématique en se dotant d'un guide national de l'évaluation qui a défini un certain nombre de standards en lien avec la vision et les missions du gouvernement sur les chantiers de développement et a établi également des normes qui sont propres au pays. Et donc, la dernière date et non la moins importante, c'est celle de 2024. À partir de février 2024, le pays s'est doté d'une loi. Et cette loi, elle est fondamentale parce que cette loi instruit ou donne un certain nombre d'indications qui permettent de renforcer le processus qui a commencé depuis 2007. Alors, je peux vous dire que de 2007 à aujourd'hui, ça fait à peu près 17 ans ou un peu plus, le pays a su développer un système qui peut être perçu comme un système robuste. Pourquoi? Parce qu'il produit des évaluations, il fait des disséminations et les produits d'évaluation sont de plus en plus utilisés pour nourrir les processus décisionnels. Donc aujourd'hui, au niveau du pays, le système a permis de bien calibrer la demande en évaluation, mais aussi l'offre en évaluation avec un certain nombre de programmes de renforcement de capacité. Alors, voilà de façon très schématique ramassée le système national du Bénin en matière d'évaluation. Et donc, ce système, il est généralement représenté par un schéma, ce schéma que nous appelons le schéma du cadre institutionnel de la mise en œuvre de l'évaluation. Et à travers ce schéma, on voit que c'est un système qui a été construit et mis en place suivant une approche participative, parce que le schéma du cadre institutionnel qui met en relief les deux organes dont j'ai parlé, c'est-à-dire l'organe qui doit conduire tout le processus et animer l'ensemble du cadre et l'organe qui doit garantir la qualité du processus que nous avons appelé le Conseil national de l'évaluation. Vous verrez que autour de ces deux organes
gravitent tous les acteurs au niveau national qui ont été identifiés par l'étude diagnostique et chacun avec son rôle et le mécanisme de rapportage que les uns et les autres doivent avoir pour permettre au système d'être non seulement fluide, d'être productif et d'être robuste. Bien. Alors, c'est vrai que depuis un certain temps, à partir de la fenêtre de Afrea, l'évaluation Made in Africa allait devenir quasiment un slogan, mais le mouvement actuel de la décolonisation nous permet de donner un contenu à cette évaluation appelée de tous les vœux par Afrea d'évaluation Made in Africa. Alors, comment nous, au niveau du Bénin, nous participons à donner du contenu, n'est-ce pas, à ce mouvement? Alors, j'ai identifié dans le cadre de cette rencontre 5 points d'application pour illustrer un peu comment est-ce que le Bénin s'engage dans la décolonisation de l'évaluation. Monsieur le DG, encore 2 minutes. Encore 2 minutes. Très bien. Bon, donc, à partir de ce moment, je vais juste énumérer les points d'application et je vais passer au défi. Alors, le premier point d'application que nous avons identifié, c'est celui de l'appropriation nationale, n'est-ce pas, du système national d'évaluation et même de la notion de l'évaluation. Le deuxième point d'application, c'est, comme je le disais tantôt, c'est la définition des normes et nationaux qui permettent au Bénin d'engager les processus évaluatifs en tenant compte de son environnement et de son contexte. Le troisième point d'application de la décolonisation pour ce qui nous concerne, c'est la souveraineté en évaluation. Et cette souveraineté en évaluation se traduit par non seulement la mise en place de notre système, mais la mise en place d'un mécanisme de financement de toute l'activité d'évaluation au niveau du Bénin. Et le cinquième point d'application, c'est celui de définition des curricula de formation, de façon à ce que les acteurs de l'évaluation soient en phase avec les besoins exprimés en matière d'évaluation par le gouvernement dans la conduite du développement au niveau du pays. Alors, ceci ne se fait pas sans défi, hein. Le système, je disais tantôt, il est robuste, mais nous rencontrons quelques défis. Le premier, c'est celui de l'insuffisance d'allocation adéquate de ressources à tout ce mécanisme en termes humains, en termes financiers et en termes matériels. L'autre défi auquel nous faisons face, bien que nous ayons un système mature, nous continuons de travailler pour que de plus en plus d'acteurs nationaux utilisent les produits d'évaluation pour engager de nouvelles initiatives publiques. Le troisième défi que je veux partager avec vous, ça fait 17 ans que nous avons commencé ce processus et l'organe qui est censé animer l'ensemble de la vie évaluative au niveau du pays a connu 5 déplacements institutionnels au niveau de l'appareil étatique. Et ça, pour nous, c'est un défi. Alors, de tout ceci, qu'est-ce que nous retenons comme leçon? La première, c'est de dire que la décolonisation des systèmes nationaux d'évaluation en Afrique de façon générale et au Bénin, pour ce qui nous concerne, est une démarche effective d'appropriation de l'évaluation par les acteurs locaux. C'est ça qui est la première leçon que nous retenons, parce que avant de donner ce type de contenu au système, les évaluations étaient portées par nos partenaires dans nos pays. Aujourd'hui, je peux vous dire, pour ce qui est du Bénin, les évaluations sont portées à près de 90-95% par des acteurs nationaux, y compris le financement.
Deuxième leçon que je tire de ce mouvement, c'est qu'elle est une expression de prise de conscience endogène, n'est-ce pas? Le mouvement de la décolonisation est une expression de la prise de conscience endogène et collective de développement et de promotion de la souveraineté des pays dans le développement de leurs systèmes nationaux de l'évaluation, qu'ils soient portés par les gouvernements ou par d'autres acteurs au niveau du pays. La troisième Oui, leçon, conclu, et je oui, vais conclu, terminer monsieur. par là, Oui. la troisième leçon, c'est que la décolonisation devient ainsi un mécanisme de promotion de l'évaluation sur le continent conçu par et pour les Africains, fortement inspiré de leur perception, n'est-ce pas, et de leur environnement national. Et ça, c'est ce que nous autres sommes en train de promouvoir au niveau du Bénin pour que l'évaluation reflète les valeurs nationales et qu'elle reflète le Bénin en tant que nation et qu'il accompagne le développement tel qu'il a été pensé par les dirigeants du pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Gounou, pour cette présentation. Je crois que ça recoupe, on voit les similitudes, les points de similitude avec ce qui a été présenté par Tocozil et par Candice, notamment les efforts pour la mise en place des outils comme les guides, la promotion de la collaboration, l'inclusion d'une diversité de parties prenantes, y compris de la société civile, des think tanks. Donc, tous ces efforts-là militent dans le sens de la décolonisation, de l'évaluation, mais les défis restent toujours qui sont des défis de financement, parce que quand on va parler de souveraineté, il faut pouvoir financer soi-même les évaluations, qui est un défi important. Et un autre défi très important, c'est la question de comment est-ce qu'on arrive véritablement à intégrer les connaissances locales endogènes, les modes de production de connaissances endogènes dans les processus d'évaluation. Et nous allons donc poursuivre la discussion autour de cela en invitant cette fois-ci Jan Goldman qui va nous donner son regard sur les applications de la décolonisation au niveau de différentes structures. Donc, Jan Goldman, pour rappel, est le président de l'Académie internationale d'évaluation. Il est conseiller en évaluation et professeur à l'université de Cape Town. Il a été directeur général du département de planification, de suivi et évaluation en Afrique du Sud, où il a travaillé notamment à la mise en place du système national d'évaluation de l'Afrique du Sud. Il est fondateur de Twendembele, qui est un cadre de partenariat entre des pays qui sont engagés sur le renforcement du système national d'évaluation. Il est membre de plusieurs conseils d'administration, notamment le conseil d'administration du SAMEA, donc de l'Association sud-africaine d'évaluation. Monsieur Goldman, vous aviez la parole. Merci, je suis heureux d'être là avec vous tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais prendre un point de vue un peu différent. J'aimerais vous montrer comment le paradigme traditionnel de développement détruit la planète et crée l'inégalité que nous connaissons tous. Les températures à Delhi, nous connaissons des sécheresses en Afrique, des inondations, des ouragans, etc. Le climat a changé radicalement et cela va se dégrader davantage. Et nous voyons également une extinction massive des espèces dans la planète. On parle de la 6e extinction massive qui menace l'existence des êtres humains. Notre aliments dépendent des insectes, des abeilles, etc. Si l'extinction a lieu, nous va détruire la vie. Et en même temps, les mêmes forces qui produisent cette destruction de la planète produisent une très grande inégalité.
C'est vraiment, vous pouvez, vous pouvez voir qu'en Russie, 43% des richesses sont détenues par 1%. Aux États-Unis, c'est 40% des richesses détenues par 1%. Et ces chiffres augmentent. Si vous considérez les chiffres maintenant, ils sont encore pires dans le système que nous avons, crée les problèmes que nous avons. Et vous ne pouvez pas demander au système de résoudre les problèmes qu'il a créés. Et donc, nous nous trouvons dans ce qu'on appelle une polycrise, une crise multiple, écologique, économique, géopolitique. Il y a un génocide en Israël et les forces de l'Occident n'arrêtent pas Israël. Nous voyons des crises énergétiques et nous voyons une crise spirituelle fondamentale. Tous les liens que nous avons avec le monde. Yann, est-ce que vous partagez vos diapos avec nous? Ah, voilà, merci. Voici donc cette crise multiple. Nous avons toutes ces dimensions de cette crise multiple et cela est causé par ce monomythe économique. La façon dont nous devons pousser la croissance est le système du Nord et cela est promu également par certains pays du Sud. L'impérialisme, le patriotisme, la patriarchie et une vue hégémonique qui crée de la richesse pour les riches et détruit le reste. Donc cela cause un sentiment de crise dans le monde où nous vivons. Quand nous commençons à vivre les diverses façons de considérer le monde, il y a la logique du capitalisme qui pousse le néo-capitalisme. Nous avons la logique, diverses autres logiques. Et le néolibéralisme est ici, le socialisme le socialisme a une logique sociale, mais pas écologique. Vous avez des gens qui se focalisent sur l'écologie, mais tout un groupe de personnes qui considèrent des façons différentes de créer une économie qui fonctionne pour tout le monde, pas simplement pour le 1%. Et nous devons construire une solidarité entre ces personnes. Vous avez ici des économies autochtones basées sur une logique cosmologique, l'être humain dans la nature, faisant partie de la nature. Et nous devons aller vers une façon différente de concevoir le monde. Le gouvernement ne fait pas des choses aux jeunes, pour les gens, mais pourtant le gouvernement travaille, on travaille par les gens, pour les gens. Et on n'agit pas séparément de la nature. Il faut trouver la façon de changer les mentalités pour pouvoir fonctionner de cette sorte. Sinon, l'humanité ne va pas survivre. Qu'est-ce que cela signifie pour l'évaluation? Nous devons faire face à cette multiple crise. Nous devons changer les esprits qui a l'obsession de la croissance. Où l'on exploite les habitants et les planètes. Il faut passer à l'idée de la croissance pour qui? Pourquoi? Et un avantage pour toutes les espèces, non pas simplement pour les êtres humains. Maintenant, les êtres humains et les animaux domestiques représentent 96% de tous les mammifères sur la planète. Nous avons complètement changé la situation et nous devons comprendre comment le rôle de l'évaluation doit changer pour contribuer à cela et nous devons transformer la façon de réaliser les évaluations. Il y a des exemples. D'autres académiques
travaille sur un processus d'avenir à 3 horizons, voir comment nous pouvons avoir des évaluations à l'avenir qui ne soient pas passives, mais qui soient un agent de transformation. On a parlé des lignes directrices sur l'égalité, la viabilité environnementale et dans l'évaluation. Eh bien, nous travaillons à l'Académie pour décoloniser les systèmes nationaux d'évaluation. Nous avons fait de la formation à IPDET et à SHIPDET pour se focaliser sur des préoccupations écologiques et sociales et autres. Par exemple, vous avez des exemples au Canada et en Nouvelle-Zélande de l'intégration des peuples autochtones dans l'évaluation. Donc, que nous devons faire? Nous devons utiliser des plateformes comme VOPES, IDEAS, et nous devons mener des expérimentations. Mais nous devons savoir que les questions sont tellement essentielles qu'il faut changer la trajectoire du développement d'une destruction à une régénération. L'évaluation doit incorporer les valeurs elles-mêmes qui servent à promouvoir la régénération. Par exemple, incorporer l'équité et la santé des écosystèmes. On ne peut pas se focaliser sur la situation actuelle. Il faut plutôt créer un avenir différent. Et il faut construire un avenir collectif, un point de vue collectif d'un avenir de transformation. Et l'Académie fait du travail à l'heure actuelle et nous allons partager ceci avec vous en 2025. Et nous devons tomber d'accord sur des nouvelles initiatives et voir comment construire à partir d'initiatives qui nous mènent à l'avenir, telles que les lignes directives dont on vous a parlé. Nous avons des exemples en Afrique du Sud, comment structurer les systèmes d'évaluation, comment considérer les évaluations, comment se focaliser sur les évaluations rapides. Il faut anticiper l'avenir, il faut montrer que ces nouvelles approches, parce que dans le Sud mondial, nous pouvons servir de chef de file pour transformer les évaluations et ainsi transformer le monde. Merci beaucoup, Yann. C'est vraiment très intéressant. Je retiens le dernier élément que tu as proposé. La décolonisation de l'évaluation, c'est aussi l'opportunité pour le Global South, pour les pays du Sud, de proposer une autre manière de penser notre commun, notre devenir ensemble, notre avenir en tant qu'humanité, en replaçant l'être au sein de la nature et en sachant que nous devons apporter des réponses qui permettent d'améliorer les conditions pour la grande majorité et non pour juste une petite minorité. Et pour ça, on doit faire face à une crise de redéfinition, de remise en cause, de repenser un peu les systèmes dans lesquels nous travaillons parce que ce système est productif d'inégalités et est la cause des problèmes que nous sommes en train de vivre. Alors, at this stage, we would like to give you the floor. Maintenant, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez poser des questions. Si vous souhaitez poser des questions, levez la main et nous allons vous donner la parole pour poser ces questions. Et je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat. Une question aux orateurs est est-ce que la terminologie de décolonisation n'est pas trop forte? Ne pensez-vous pas qu'il faudrait plutôt parler de sensibilité au contexte dans l'évaluation plutôt que de parler de décolonisation? Voilà une question posée sur le chat et je pense que nous allons donner l'occasion aux orateurs l'occasion de répondre à cette question. S'il n'y a personne qui lève la main à ce stade. Donc, avant de voir si
participants vont lever la main. Je vais donner la parole à Candice pour répondre à cette question. Est-ce que la décolonisation est un mot trop fort? Merci, Edoé. Oui, ce n'est pas la première fois qu'on me pose cette question et j'ai deux choses à dire à cet égard. Tout d'abord, le mot décolonisation est presque devenu un slogan depuis 5 ans, etc. Et nous devons être très prudents. Il faut protéger ce que l'on entend par ce mot. Et voilà un défi que nous avons. Est-ce que nous avons bien défini ce que nous entendons par décolonisation de l'évaluation? La deuxième remarque que je pourrais faire, c'est que l'évaluation a été un grand exercice dans le continent africain et dans le sud mondial en général. Et l'on a considéré ce modèle d'extraction du développement. Et donc, l'évaluation sert ce type de développement. Mais beaucoup d'évaluations ne sont pas préparées pour notre propre développement, mais plutôt pour expliquer pourquoi on fait des extractions, pourquoi on a ce déséquilibre en matière d'aide entre le Sud et le Nord. Bien entendu, il y a des alliés, des partenaires dans le développement qui font face à cela et qui posent la question de savoir comment faire les choses différemment, comment faire les choses mieux. Et nous disons, il faut décoloniser, il faut transformer. Donc, nous devons continuer à pousser cette enveloppe. Il y a certaines idées liées à la décolonisation qui ne sont pas liées au fait d'être compétent dans votre propre culture. Et là, je m'écarte. Je pense qu'il faut être prudent, bien définir notre terme. Nous pensons qu'il faut qu'il faut que ces évaluations soient différentes parce que cela continue d'avoir un impact dans le Sud. Oui, c'est un concept très important parce que, comme Yann l'a expliqué, nous avons une crise de sensibilisation. Il s'agit de faire les choses qui soient conscientes du contexte. Donc, je vois qu'il y a une main de levée, Sarah Sanguiliano. Sarah? Oui. OK. J'ai une question pour le professeur Gounod. Parce que j'ai été en contact avec des personnes du bureau de monitoring et évaluation du gouvernement. On était dans un panel ensemble, donc j'ai pu échanger par rapport à l'institutionnalisation de l'évaluation au sein du Bénin. D'après ce qu'il me semble comprendre et ce que je voudrais bien avoir comme confirmation, c'est le professeur Gounod, il a présenté un système qui ressemble beaucoup à un système d'audit, parce qu'en fait, comme c'est bien marqué, il y a la Cour des comptes et le Conseil économique qui sont pour lesquels le Conseil national d'évaluation est redevable. Donc, en fait, la question d'institutionnaliser l'évaluation, quelque part, cela, comme il est dit, comme il a été présenté, semble plutôt se relier à démontrer la redevabilité des finances, et des dépenses engagées pour des projets d'investissement, des projets de développement. Donc, en fait, ça semble plutôt servir à ce propos. Donc, je voudrais avoir cette précision. Et donc, à partir de là, ça
détache un peu de tout ce que c'est l'approche qualitative d'une évaluation. Donc, rentrer dans l'analyse des produits délivrés, des résultats, et donc aller plus au-delà de ça, de l'impact. Donc, ça semble plutôt affaiblir à des propos qui se rassemblent un peu aux audits financiers, si on peut les appeler comme ça. Parce qu'en fait, une évaluation institutionnalisée peut perdre quelque part, si on la considère en tant que telle, en gros, on peut perdre un peu sa objectivité, indépendance, etc. Donc voilà, je voulais avoir ces clarifications par rapport au système qu'il a expliqué et par rapport au focus qui a été donné, et aussi ces considérations par rapport à une évaluation institutionnalisée. Merci. Merci beaucoup. Donc, la question, c'est pour Monsieur Gounou. Il aura l'occasion de répondre tout à l'heure. There are two other questions. Il y a deux autres questions pour Yann et Candice. D'abord, comment mobiliser notre système de transformation qui évolue constamment? Ça, c'est une question pour Yann. Comment mobiliser nous-mêmes? Comment nous mobiliser pour soutenir la modification des évaluations? Et une question pour Candice. Quel rôle est-ce que la technologie a joué pour améliorer ces pratiques d'évaluation? Candice pourrait répondre. Je vais donner la parole au professeur Gounou et ensuite à Yann et Candice. Gounou? Merci beaucoup pour la question. Je crois que ce n'est pas exactement ce que j'ai présenté. Madame qui a posé la question, elle a peut-être discuté avec certains collègues dans d'autres activités, mais même ces collègues, nous n'avons pas cette compréhension assez réduite de notre système national d'évaluation. J'ai présenté un schéma global dans lequel j'ai émergé deux organes essentiels, l'organe de promotion de l'institutionnalisation de l'évaluation et l'organe qui garantit l'ensemble du processus. Donc, je les ai dénommés la Direction générale de l'évaluation et le Conseil national de l'évaluation. Alors, au Bénin, ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, nous avons fait des évaluations qui nous permettent d'apprendre de la mise en œuvre de nos programmes et projets et de les améliorer et améliorer globalement les prises de décision en ce qui concerne les processus de développement. Ceci étant, nous ne sommes pas un système national qui promeuve l'audit au niveau du ministère de l'économie et des finances. Non, pas du tout. Nous sommes un système qu'on a construit avec des catégories d'acteurs dont le ministère de l'économie aussi en est un. Bon, donc, les lois de la République donnent mandat évaluatif à un certain nombre d'acteurs, dont le gouvernement, dont l'Assemblée nationale, dont les organisations de la société civile, et tous ces acteurs-là ont la possibilité d'entreprendre des activités d'évaluation. Et donc, les évaluations qui sont conduites au niveau du Bénin par l'intermédiaire de ce système dont je parle sont des évaluations qui ne s'occupent pas que des aspects financiers des programmes ou des projets ou même des politiques mises en œuvre. Ce sont des évaluations, comme vous le dites si bien, madame, des évaluations dans toutes leurs dimensions d'apprentissage, dans toutes leurs dimensions d'amélioration de tous les processus qui sont en train d'être développés en matière de mise en œuvre des politiques publiques au niveau du Bénin. Et donc, si dans ma présentation, j'ai donné l'impression que nous ne faisons que
des évaluations en lien strict avec les finances publiques de la République. Ce n'est pas exactement ce que nous faisons. Nous faisons des évaluations qui touchent tous les aspects de la gouvernance au niveau du Bénin. Et ça nous permet, comme vous le dites aussi, de faire de la reddition au besoin, pourquoi pas, puisque les rapports d'évaluation sont disséminés, sont partagés, sont discutés avec les décideurs, les gouvernants, et pour leur permettre non seulement d'apprendre de ce qu'ils sont en train de faire, mais d'améliorer pour le futur. Donc, voilà ce que je voulais dire. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai aussi que dans la première génération de notre politique nationale de l'évaluation, le gouvernement a fait le choix, n'est-ce pas, de développer les évaluations de processus, donc de gestion, de mise en œuvre de nos politiques, programmes et projets. Mais c'est vrai aussi que à partir de la deuxième génération de notre politique nationale de l'évaluation, le gouvernement a constaté que nous avons fait du progrès, nous avons développé des outils, nous avons maintenant des acteurs nationaux qui peuvent conduire des évaluations. Eh bien, on peut ouvrir sur la dimension recherche, sur la dimension des évaluations d'impact et tout ce qui va avec. Et donc, à partir de cette nouvelle génération de notre politique, eh bien, on va faire de la recherche en évaluation avec des universitaires, avec tout ce qui va pour ce type d'activité. Donc, voilà globalement. Merci. Merci beaucoup. Très rapidement, on commence à être à court de temps. We are very limited in time now. So very quickly, Ian, to respond to the question, and then Toku, and then Candice, the end. So, I mean, I think there's a good Alors, je crois que c'est une très bonne réponse de la part de Gaïa dans le chat qui dit la curiosité est un moyen d'apprendre par rapport à de différents points de vue et perspectives. Notre expérience en tant que colonisés, décolonisés, on a tous nos contextes spécifiques, mais il nous faut mener nos propres réflexions à nous, lire, faire lecture et notre propre lecture et comment nous évoluons dans nos communautés avec les structures politiques qui existent, etc., et les organisations diverses et variées. Et aussi la question que de participer à des webinaires tels que celui-ci, eh bien, ça nous permet de collaborer, d'aller encore plus loin vers l'avant. Et donc, les médias sociaux sont aussi une occasion que de suivre et de faire un suivi de ces événements et de ces manifestations. Et ça nous permet de faire davantage de collaboration et de joindre force avec d'autres et forger des liens. Merci beaucoup, Ian. Toku. Toko, est-ce que vous m'entendez? Pardon, je n'ai pas entendu la question. Pouvez-vous la poser à nouveau? Oui, bien sûr. La question est comment est-ce que la technologie peut vous aider, peut aider à améliorer les systèmes et pour leur décolonisation. Décolonialisation, pardon. Alors, il me semble que au regard de ce que nous avons dit jusqu'ici et dans ce cas, ce que nous voulons faire, par exemple, dans le cas de l'Afrique du Sud, dans le cadre de la décolonialisation, nous voulons faire participer ou impliquer davantage de communautés et qu'elles participent justement dans les évaluations et dans le processus d'évaluation, et donc les impliquer et qu'elles interviennent de plus près. Les communautés, pour le moment, nous n'avons pas encore réfléchi trop au rôle de la technologie, mais il est certain que la technologie a un certain potentiel par rapport à la décolonisation. Mais à partir de la base et sur le terrain, il nous faudra également tenir en compte, enfin, si oui ou non, les personnes que nous ciblons, enfin que celles-ci interviennent et s'impliquent dans le processus d'évaluation, ont bel et bien accès justement à tout ce qu'il faut et à la technologie, justement, si l'on veut se servir de technologie. Est-ce qu'il y a, évidemment, la technologie peut beaucoup aider, mais est-ce qu'il y a accès à la technologie? Et il nous faut tenir compte de la question de l'accès à la technologie, etc. Merci beaucoup, Toko. Candice, il me semble que si nous tenons compte des révolutions industrielles, par exemple, et de tout ce qui s'est passé dans le passé,
l'exploitation, etc. L'exploitation sauvage à tous azimuts qui a été connue, évidemment, avant la colonialisation. Maintenant, nous sommes quelque part, nous avons tiré la courte paille quelque part, parce que euh, je me servir des espèces de poches ou de créneaux, je crois que ça peut se faire, mais dans l'ensemble, en général, il faut faire preuve de prudence et surtout ne pas être victime non plus de la suite de la révolution industrielle et technologique ensuite, parce que cela va évidemment faire subsister un mauvais récit sur nous-mêmes. Donc, une plus grande transformation, une évolution conceptuelle, c'est ce sur quoi il faut se concentrer. Merci beaucoup. Merci infiniment, Candice. Eh bien, à présent, nous avons mentionné plus tôt que ce webinaire est organisé par le GEI, le Global Evaluation. Et nous avons le grand plaisir d'avoir le directeur de cette initiative avec nous et je souhaiterais lui donner la parole. Donc, je donne la parole au directeur de Global Evaluation Initiative, GEI, par rapport à la décolonialisation de l'évaluation. J'invite Dugan Fraser à présent à prendre la parole, qui est le directeur général de GEI, et afin qu'il puisse parler de comment cette évaluation globale et évaluation pourrait nous accompagner et nous appuyer, étant donné la décolonisation et son processus. Dugan. Merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir m'exprimer ici. J'ai été fascinée par vos propos et vous êtes vraiment d'excellents intervenants et conférenciers. J'ai été vraiment très intéressée par tout ce que vous avez dit. J'apprécie beaucoup le fait qu'effectivement, le colonialisme, il a commencé il y a 500 ans et nous ne sommes que au tout début, au premier balbutiement, d'en reconnaître, d'en recueillir les effets. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et c'est à nous de monter au créneau. Surtout pour être à la hauteur, il nous faut absolument monter au créneau. Et cette espèce d'itinéraire, de trajectoire a commencé par de petites étapes. Lorsque l'on parle de colonisation, décolonisation et d'évaluation, il nous faut nous doter d'une approche qui est dénuée d'exclusion. Et surtout que là, la pratique des affaires s'avère davantage technologique et tout ça. Si nous voulons avoir une approche décolonialisée de l'évaluation, il nous faut déjà comprendre ce qui existe dans les contextes locaux et ce qui est centré surtout être humain et nature et non pas rigide, et qui est participatif et inclusif. Comment est-ce que nous arrivons du point A au point B? Et ce n'est pas pour dire que toutes les évaluations ont toujours été coloniales. Il y a toujours eu également des évaluations non coloniales. Mais ça n'a jamais été, le terrain n'a jamais été vraiment bien préparé comme il aurait convenu de le faire. Et sur cette trajectoire, sur cet itinéraire, il y a des points de départ qui sont essentiels. Et les points de départ les plus importants, essentiels, primordiaux, c'est qu'il faut l'appropriation par le pays, c'est une condition sine qua non de ces systèmes d'évaluation nationaux. Sans ce sine qua non, sans ce préalable, on ne pourra pas avoir un écosystème. Et c'est la première étape critique, cruciale. Il s'agit de souveraineté, il s'agit de pouvoir, il s'agit d'appropriation et de contrôle et de maîtrise. Et l'un des ingrédients critiques ici, c'est le financement. Et nous avons véritablement besoin de parler des divers moyens par lesquels les systèmes d'évaluation et les différentes instances et organismes qui œuvrent et qui évoluent dans l'hémisphère sud, eh bien, les systèmes et les organisations, les institutions, eh bien, sont sous-financés, ont peu de ressources, doivent se décarcasser pour obtenir des ressources, obtenir de la formation, exécuter. La mise en œuvre est toujours là où le bas blesse et les recommandations qui sont formulées, eh bien, il y a vraiment beaucoup de défis. Et là, dans le cadre du développement et ce récit et cette discussion, c'est très important. Nous constatons également que pour que la décolonialisation de l'évaluation est un moyen de démontrer une gouvernance autochtone. C'est une façon de donner du leadership à des autochtones. Et c'est une excellente opportunité pour nous. Et aussi au niveau de GEI, je suis attirée par les commentaires des différents intervenants. Comment positionnons-nous l'évaluation décolonialisée avec les formations, les relations que nous avons forgées et dans toutes les étapes et
niveau de notre travail. Au GEI, j'ai appuyé l'Office d'évaluation du PNUD et à la conférence sur les capacités en Chine. Ce qui émerge de tout cela est un plan d'action intéressant et il nous semble que le plan d'action de Pékin est un guide très utile sur ce à quoi ressemblerait la décolonialisation à un niveau mondial. Mais ici, le point important, c'est que chaque pays doit se l'approprier et aussi doit adopter un système d'évaluation qui leur est logique. Ce qui est clair, c'est que nous avons aussi plus de 300 personnes qui participent à ce webinaire. Et ce qui me montre que c'est une problématique qui est très importante. Je suis très reconnaissant vis-à-vis des personnes qui ont convoqué cette discussion, ce webinaire. Merci à tous ceux qui ont animé, modéré, Megan, Ian, tous, chacun. Merci de votre participation. La décolonialisation de l'évaluation et la constitution de systèmes d'évaluation nationaux, eh bien, c'est la raison d'être de cette initiative de GEI. C'est la raison pour laquelle nous avons des partenaires tels que CLEAR, etc. Nous avons également un certain nombre d'activités au niveau de sites Internet. C'est ce que nous essayons de faire et nous nous réjouissons de continuer cet itinéraire, cette trajectoire avec vous et nous sommes très heureux de vous avoir en tant que compagnon de voyage. Merci beaucoup à tous les conférenciers et à tout cet auditoire qui a été si dynamique pendant toute la discussion et dans le chat. Excellente journée ou soirée à tous. Au revoir. Merci, ça a été un grand plaisir d'avoir cette conversation. Merci Dugan de ses remarques, source d'inspiration. Et nous allons vous revoir lors du prochain webinaire GEI. Bonne fête à tout le monde, bonne année et nous allons nous rejoindre l'année prochaine. Je vous remercie.